Bonjour auditeurs et auditrices, vous écoutez votre émission RTF sur les relations Taïwan-France, présentée par moi-même, Clément Tricot. Savez-vous, et j'imagine que vous le savez, qu'il est de plus en plus facile de découvrir Taïwan en français. Le webzine Inside Taiwan fait partie de ce changement. Il contient des articles et bons plans sur différents aspects du pays. Et dans cet épisode de RTF, nous rencontrons son fondateur, Luc Orev, consultant en développement international des entreprises en Asie du Sud-Est et fondateur du webzine. Il nous parle des raisons qui l'ont poussé à se lancer dans l'aventure Inside Taiwan et nous fait donc découvrir ce site de l'intérieur. Bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International, Luc Orev. C'est un plaisir d'avoir le représentant de Inside Taiwan. J'ai un peu envie de dire qu'aujourd'hui on a un peu Inside Taiwan. Et Oui, c'est ça. Alors, bonjour à toi et merci. Peut-être que déjà pour commencer, parce que là on va parler, l'objectif ça va être de parler de toi, de pourquoi tu as co-lancé ce projet si j'ai compris, et de comprendre un peu ce qu'est Inside Taiwan. Alors peut-être que tu peux commencer par présenter le webzine Inside Taiwan. Oui, alors InsideTaiwan.net, c'est un webzine qui a été lancé en septembre 2022, donc qui est tout jeune, et qui a pour but de permettre aux francophones du monde entier de trouver des informations de fond et de qualité sur Taïwan. Alors, nous ne faisons pas de news, nous ne faisons pas d'événements, nous faisons vraiment que des articles de fond sur Taïwan, donc son histoire, son économie, le monde des affaires, la gastronomie, le tourisme. Et c'est aussi un site qui s'adresse aux expatriés francophones à Taïwan pour qu'ils aient des informations, par exemple, où trouver le meilleur quartier à Taipei pour vivre, les bonnes pratiques utilisées pour aller randonner, comment obtenir ses permis de randonnée. En fait, c'est un site qui est vraiment destiné aux francophones du monde entier, qu'ils soient à Taïwan ou en dehors. Et on traite de tous les sujets sur Taïwan. Alors, pour te faire assez simple, le site est né certes au mois de septembre de l'année dernière, donc il est assez récent, mais son imagination et sa conception ont presque 10 ans. C'est-à-dire que j'ai croisé Taïwan est entré dans ma vie. Ouais. Oui, en fait, Taïwan est entré dans ma vie il y a à peu près 12 ans maintenant. Et la première fois que je me suis rendu à Taïwan, j'ai trouvé très peu d'informations sur l'île. Et donc, j'y suis allé un peu comme ça, au feeling. Alors, coup de chance, je parle assez bien anglais, donc j'ai trouvé pas mal de blogs, d'informations. Ouais, en anglais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus il y a 10 ans qu'en français, clairement. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était vraiment un challenge. Et à l'époque, je venais de lancer ma société avec un ami dans le développement international des entreprises et j'avais pas le temps pour créer un webzine ou ce genre de choses. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup de temps, j'imagine, et beaucoup d'énergie. Oui, c'est beaucoup de temps. Et puis, le Covid est arrivé, ça a remis beaucoup de choses en question, moi personnellement, sur la vie que je voulais avoir, sur ce que je voulais faire. Et puis, l'occasion s'est présentée d'emménager à Taïwan. Et je me suis dit, tiens, je vais aller refaire un tour et voir s'il existe plus de sites sur Taïwan en français. Et puis, bizarrement, non. En 10 ans, c'est pas beaucoup plus. Il y a quelques blogs de voyage, il y a des sites de news, donc notamment RTI ou le site gouvernemental taïwanais qui. Par exemple, il y a Taïwan Info qui est. Alors nous, chez RTI, on est un média public, Taïwan Info aussi. Et après, c'est vrai qu'effectivement, il y avait, par exemple, en privé, il y avait peut-être certainement Taïwan Mag qu'il faut quand même citer. Oui, il y avait Taïwan Mag, mais Taïwan Mag a eu des soucis. C'est ça, qui ont beaucoup moins publié, etc. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile de trouver. C'est toujours difficile. Et puis, alors moi, ça fait 12 ans que je connais Taïwan, donc c'est pas. Il y a plein de choses que je connais, mais quand j'en discute avec des amis, quand j'aurais dit, je vais emménager à Taïwan et tout, alors du coup, tu vas habiter près ou loin de Bangkok? Ah oui, mais alors non. Mais c'est ça. Moi, on m'avait demandé une fois si Taïwan, c'était une ville. Oui, voilà. Et puis entre ceux qui se disent tu vas vivre sous la menace de la Chine, ça va être la guerre. Donc on est d'accord que.
une totale méconnaissance de l'île qui est présente. Donc le projet d'Inside Taiwan, si je résume un peu, c'est tout simplement de vouloir offrir un peu une espèce de site alternatif d'information à destination notamment des personnes qui voudraient venir à Taïwan, soit touristes, soit expatriés, ou immigrés carrément, parce que moi par exemple j'étais typiquement pas expatrié. C'est bien ça, c'est un peu ça l'objectif. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment fournir des informations de tout type sur Taïwan. Alors il y a une règle assez primordiale, c'est tout doit être en français. D'accord. Donc quand on collabore avec des auteurs étrangers, on traduit leurs textes. Mais c'est toujours en français. C'est la règle de base puisqu'on souhaite toucher uniquement les francophones parce que c'est vraiment la politique, la cible. Alors, avant de parler un peu de comment vous produisez, comment vous sélectionnez vos infos, pour moi, il y a une chose qui est hyper importante quand on s'intéresse à un média, hein, parce que vous en êtes un, c'est de savoir qui vous êtes, tous les deux. Parce que vous êtes deux à avoir fondé le projet, je crois que vous êtes deux à travailler là-dessus. Oui. Alors on est deux à travailler dessus, et après on a des auteurs collaborateurs qui viennent régulièrement. Et puis le site grandit, donc on a quand même beaucoup plus de gens qui viennent qu'au début. Mais oui, on est deux. Donc un ami à moi qui s'occupe de toute la partie technique et infographie, donc qui s'appelle Johan et qui lui est en France, qui est super dans son travail et qui s'est lancé dans le projet avec moi parce que lui c'est tout l'inverse. Lui il connaissait pas du tout Taïwan. Il avait envie de s'informer. Et il avait envie de s'informer et il trouvait que c'était un projet sympa. Et puis on avait travaillé plusieurs fois sur d'autres affaires, sur d'autres projets. Et puis on avait été membre de la même association pendant un temps, donc on se connaissait bien. Donc lui c'est vraiment tout l'inverse de moi. Il voulait vraiment découvrir et voilà. Et moi je m'occupe de tout le reste, la supervision de la rédaction, le marketing, la communication, le commercial. Et toi tu travailles dans tes spécialistes. J'ai cru comprendre à travers tes posts, etc. et un peu les angles de certains sujets, que toi, tu étais quand même spécialisé à la base un peu, on va dire, dans l'entrepreneuriat, les relations internationales. Oui, moi, à la base, je suis consultant en développement international des entreprises, notamment en Asie du Nord, donc au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. Donc, alors d'abord, c'était Corée du Sud et Japon, et puis sur les 10 dernières années, j'ai intégré Taïwan petit à petit dans le portefeuille, et maintenant, c'est quand même plus Taïwan que, comme j'y vis, c'est plus simple aussi, que le Japon et la Corée du Sud, même si j'ai des clients en Corée du Sud et au Japon. Et là, maintenant, tu es à temps plein sur ça, tu lances ça à fond. Alors, je fais mon temps se résume. Alors, là-bas, ça devait être plutôt... Parce que vous êtes hyper actif, hein. Je trouve que vous publiez vraiment beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles je t'invite aujourd'hui, c'est parce que je trouve que moi je trouve ça hyper bien votre initiative et donc ça m'intéresse de savoir comment vous organisez. Au début, pour le coup, ça devait être quelque chose qui m'occupe intellectuellement parce qu'en arrivant sur Taïwan, toi tu l'as fait, moi j'étais expatrié aux États-Unis quand j'étais plus jeune, en Allemagne aussi. Et c'est vrai que quand on arrive dans un pays, on essaie de parler la langue ou on parle anglais, et c'est vrai que des fois on a envie de parler français. On a envie d'avoir quelque chose pour s'occuper l'esprit. Et pour moi, au début, Inside Taiwan, ça doit être ça. Donc, ça doit être un article tous les 2-3 jours et tout. Et puis, à peine arrivé, parce que j'ai lancé le site en septembre avec Johan, et je suis arrivé à Taïwan, j'ai emménagé à Taïwan en janvier, et le site avait déjà... 50 visiteurs par jour quand je suis arrivé et des demandes de gens qui m'envoyaient on aimerait avoir des articles là-dessus et puis est-ce que tu peux parler de ça, est-ce que tu peux parler de ça, donc de 2 à 3 articles par jour c'est devenu un article par jour et maintenant c'est 2 articles par jour et à partir de juillet il y aura même des semaines où il y aura 3 articles par jour. Ah ouais, vous êtes passé sur un mode beaucoup plus actif. Oui, on est passé sur un mode beaucoup plus actif parce que déjà, on est entre 5000 et 7000 visiteurs par mois en moins d'un an. On a vraiment beaucoup de visiteurs. On a à peu près 60% de nos visiteurs qui reviennent. Donc, ça prouve que nos articles sont de qualité, que les gens aiment bien les infos qu'on leur fournit. Et on a aussi des gens qui nous écrivent pour nous dire j'ai conseillé à un ami qui part à Taïwan. Et en fait, les gens se rendent compte que, en fait, ils entendent parler de Taïwan et du coup, ils sont curieux, ils viennent, ils recherchent des infos et ils tombent sur nous. Et donc, du coup, ça nous motive, ça nous challenge aussi. Et puis, et c'est vrai qu'on cherche aussi à trouver des sujets qui peuvent toucher les gens. Donc, ça nous demande aussi d'avoir un rythme plus soutenu parce que je vais prendre un exemple qui a été vraiment un exemple très frappant. Pour la fête du Nouvel An chinois, on avait écrit 3 articles sur 3 jours. Mais en fait, on avait 50 articles possibles.
Et il y a des sujets qu'on n'a pas abordés. Alors bah oui, bien sûr. Ouais. Les autres années, et ainsi de suite. Mais on s'est dit, ah bah ouais, mais il y a quand même des trucs qu'on aurait pu parler. Par exemple, où fêter le nouvel an chinois pour les francophones, comment est l'horoscope chinois, tout plein de choses en fait qui sont abordables. Et là, on a fait un test pour 2 articles par jour. Les tests se sont portés sur le festival du Dragon Boat Festival. Ouais, les bateaux dragons. Et on a fait carton plein, on a fait plus de entre 200 et 250 visiteurs par jour sur nos 2 articles par jour pendant 3 jours. Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, c'est vraiment les gens, ils viennent, ils sont vraiment très curieux. Bon, bah là, justement. Justement, là, on parle de chiffres, mais du coup, c'est important de savoir de quoi vous parlez. Parce que produire 2 ou 3 articles par jour, ça demande du temps, ça demande aussi des investissements autres que du temps. Et alors, c'est quoi les contenus ? Comment vous sélectionnez les contenus ? C'est quoi les angles que vous amenez ? Moi, j'ai vu quand même pas mal aussi des fois de choses un peu plus pratiques. Vous avez parfois des choses très différentes. Parfois, vous avez des interviews de personnes, etc. Que ce soit des représentants, on va dire, de l'administration, du bureau français, des choses comme ça. Des personnes qui sont, par longtemps, par exemple, je prends Muriel Couton qui a sorti son podcast sur les expatriés à Taïwan, enfin ce genre de choses. Mais aussi, vous avez parfois les 10 meilleurs endroits ou les 10 meilleurs spots de nanana, etc. Donc, c'est des contenus, il y a des contenus qu'on voit comme des contenus peut-être un peu plus rapides et des trucs un peu plus de fond. Alors, comment vous organisez, comment vous sélectionnez un peu tous ces sujets ? Alors, il y a une seule règle pour Inside Taiwan, c'est que l'article doit parler de Taïwan. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini de contenu spécifique autre que ça. C'est-à-dire que on a plusieurs catégories sur le site, comme tu as pu le voir, et comme les gens le verront quand ils viendront nous voir. On veut parler de tout, on veut vraiment faire découvrir, parce qu'il y a un vrai manque. En fait, on n'est pas dans une optique où on peut se rendre compte que les gens se disent « Ah bah de toute façon, il y a ce site-là qui va parler que de tourisme, ce site-là qui va parler que d'histoire sur Taïwan, il y a ce site qui va parler que de lettres, de culture, de société. » Et du coup, les gens sont en manque d'informations sur Taïwan, donc nous, on s'est dit, on va leur fournir toutes les informations. Donc, toutes les thématiques sont abordées, on n'a vraiment pas de limite, sauf ce qui est illégal, bien sûr, mais c'est vrai qu'on fournit toutes les informations à partir du moment où on pense que c'est une information pertinente sur Taïwan que les gens veulent découvrir. En gros, le premier vecteur, ce sont Johan et moi. C'est-à-dire que si Johan et moi, on a envie de découvrir quelque chose, eh ben, on va faire un article. Si par exemple, moi, quand je discute avec Johan régulièrement, 2 à 3 fois par jour, des fois, je lui dis, je vais faire ça. Par exemple, je lui dis, quand il y a eu les bateaux dragons, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, tiens, ce soir, ma belle-mère a fait des zongzi, je vais en manger, et puis je vais peut-être l'aider à en faire un peu sur la fin, je vais un peu arriver en retard, je vais apprendre à plier. Et Johan me dit, ça, c'est quoi les zongzi, qu'est-ce que c'est, et tout. Et donc, on en a parlé, puis du coup, j'ai fait un article là-dessus. Voilà. C'est vraiment, c'est aussi l'avantage de travailler avec quelqu'un qui ne connaît pas Taïwan, c'est que du coup, lui, il a des questions que moi, je me pose plus. Et que, en fait, c'est vraiment la majorité des gens ont les mêmes questions que Johan. Et moi, je suis très content quand les gens nous laissent des messages en disant ça c'est sympa, j'ai appris ça, ou tiens, vous nous avez donné des idées pour un voyage, nous on a regardé le guide de Routard, Lonely Planet, il nous donne ces conseils-là, mais vous nous avez donné d'autres conseils qui sont plus intéressants, plus pertinents. Et c'est aussi ce qu'on demande, par exemple, je ne sais pas si tu as lu, mais dans toutes nos interviews, la dernière question, c'est quels sont les 3 lieux où on a plus de chances de te rencontrer. Tu te doutes bien que j'allais finir par ça, pour faire du Inside Taiwan jusqu'au bout. Oui, mais parce que pour nous, c'est vraiment une question importante, parce que du coup, on se rend compte que chacun a sa vision de Taïwan, et les lieux qui nous conseillent, c'est tellement différent, et parfois c'est totalement différent de leur propre personnalité qu'on s'y attend pas. Alors des fois certains, quand on les entend, par exemple Muriel, elle nous a conseillé le café en bas de chez elle, qui est un café à son image, où elle peut lire tranquillement son journal, ça devient sa passion et tout. Mais on a par exemple la directrice de la communication de la société spécialisée dans la fabrication des avions moteurs et des avions pour l'armée taïwanaise. Son lieu de prédilection, c'est un quartier historique de Kaohsiung,
Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment quelque chose qui va. Quand on discute, on a discuté avec la personne, c'est pas vraiment ce qu'elle nous a laissé paraître. Et pourtant, elle est tellement attachée à son pays qu'elle se dit ce quartier historique, le Kaohsiung qui est pas connu, moi j'aime bien, je vais en parler, et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on termine par cette question parce que c'est vraiment une question qui fait que les gens ils se livrent un peu plus et puis ils se disent tiens, je vais connaître le petit café du coin que j'aime bien, la petite boulangerie que personne connaît. C'est une petite ouverture un peu régulière, etc. Ça ouvre aussi sur de nouvelles choses. Et justement, ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, du coup, de faire ce projet, la réponse, à mon avis, elle sera. J'ai un peu une idée en tête parce que moi, c'était un peu le cas aussi, mais de travailler comme ça sur des sujets sur Taïwan, en fait, il y a deux questions en une. La première, c'est est-ce que toi, ça t'a fait découvrir des choses que tu pensais pas du tout pour découvrir. Et la deuxième, ce serait comment tu penses que justement un travail comme celui que vous faites, ça peut contribuer à offrir un autre regard que celui qu'on a un peu sur Taïwan quand on n'est pas à Taïwan, justement, notamment via, on va dire, les grands médias étrangers, quoi. Alors, oui, effectivement. La première question, qui est la plus simple, du coup, je vais commencer. Celle-ci, elle est très simple. C'est bien de les avoir posées. C'est bien de les avoir posées dans cet ordre-là. La première, c'est oui, forcément, je découvre plein de choses. Là, je viens d'écrire un article sur le mouvement Tangwai, qui est le mouvement qui a donné naissance au DPP et qui est un mouvement hétéroclite d'opposition à Chiang Kai-shek et au Kuomintang dans les années 70-80. Ça, j'ai totalement découvert parce que moi, je pensais que le DPP est arrivé et c'était directement le DPP. Non, avant, il y a eu une étape intermédiaire et c'est passionnant de découvrir cette étape intermédiaire. Alors moi, à la base, j'ai fait une université d'histoire, donc je suis un pur produit de l'université française et les articles d'histoire, j'adore ça. Donc du coup, dès que je découvre une nouvelle chose, j'aime bien. Mais j'aime aussi quand, par exemple, on a une collaboratrice qui écrit des articles randonnée, outdoor et information. Elle nous donne des lieux de randonnée, des choses à faire et j'aime aussi découvrir des choses qu'elle me fait découvrir comme ça. Donc oui, je découvre beaucoup de choses. Alors il y a certains sujets que je maîtrise, mais il y en a que je maîtrise beaucoup moins. Par exemple, d'un point de vue culturel, je connais beaucoup moins Taïwan que personne. Donc tous ces articles-là sont des vrais challenges. Trouver des auteurs taïwanais, des artistes taïwanais pour faire découvrir, ou même des films taïwanais. Quand je fais une critique de film taïwanais, il faut que je regarde avant parce que la plupart du temps, j'ai pas vu, même si c'est un classique du cinéma taïwanais. Par exemple, City of Sadness, qui est un chef-d'œuvre. Moi, je ne l'avais jamais vu. Et pour en faire la critique, il a fallu que je voie. Et puis, du coup, c'est vraiment un film qui a fait débat dans les familles au sein de Taïwan parce qu'il montre une vision de Taïwan qui est absolument pas parlée, qui tue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un film qui se passe pendant la période de la Terreur blanche. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, juste au tout début de la période de la Terreur blanche, donc il y a une période difficile pour les Taïwanais. Une répression culturelle féroce, des oui, voilà, c'est ça. Et ce film est d'une violence assez terrible, non pas dans les actes ou dans la manière de filmer, mais dans les non-dits, les silences, les sous-entendus, les trahisons. Et moi, ce film m'a bouleversé, mais il est magnifique. Et effectivement, le cinéma taïwanais a des œuvres extraordinaires que personne ne connaît. Alors, le cinéma taïwanais, si, quand même, parce que la nouvelle vague, c'est vrai qu'on a la nouvelle vague, Roche Haotienne, Tsai Ming-liang, même aujourd'hui des réalisateurs comme Ang Lee. Oui, mais parce qu'il y a aussi Ang Lee, Aung San Suu Kyi, c'est vrai que par exemple, Millennium Mondial, puis aussi il y a aussi le fait que Shuki ait joué dans un film français, qui fait que même si c'est pas le plus grand film français de tous les temps, du coup ça a donné une visibilité à des actrices taïwanaises aussi après, et Millennium Mondial où effectivement Ang Lee, qui est devenu le porte-étendard de cette génération de réalisateurs en tournant aux États-Unis et en réalisant des films mondialement connus, a ouvert une porte. Mais c'est vrai qu'il y a des. Tu découvres derrière ces réalisateurs-là, tu découvres d'autres réalisateurs, ou même de ces réalisateurs-là, tu découvres des films, leurs premiers films qui sont moins connus. Attention, parce que là, on sent un fan de cinéma, on va digresser dans l'interview en parlant de cinéma. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je vais te ramener sur Inside Taiwan. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, alors c'est mon point de vue, peut-être que depuis quelques années, ça n'est pas le cas, mais quand moi je suis arrivé à Taïwan, j'ai découvert Taïwan il y a 10-12 ans,
en Asie, on jurait par le cinéma de Hong Kong, le cinéma japonais. Maintenant, on jure par le cinéma sud-coréen, les séries télé sud-coréennes. Alors, effectivement, la Corée du Sud a fait un vrai travail, comme a pu le faire le Japon avec le manga. Ils le font avec la K-pop, avec toute cette culture coréenne, et les séries télé en font partie. Et c'est vrai que, un peu derrière, la culture taïwanaise a une vraie envie de se faire connaître dans le monde entier, mais reste un peu en retrait. Ok, alors donc ça c'est un point de vue cinéma, je veux pas relancer parce que sinon on va pas s'arrêter là-dessus. Bon alors du coup justement par rapport à ça, la deuxième question, le fait de, selon toi, est-ce que ça peut changer un peu la manière dont on s'informe ou on apprend des choses sur Taïwan? Je sais pas, parce que je pense que ça serait vraiment arrogant de notre part de penser qu'on modifie la manière de se renseigner des gens ou de s'informer sur Taïwan ou de découvrir. Nous, notre vrai but, c'est que les gens découvrent des choses sur Taïwan. S'ils changent d'avis, s'ils ont une vision un peu différente, tant mieux. Mais notre but n'est vraiment pas de les faire changer d'avis, c'est vraiment de leur donner les clés. Moi, je me souviendrai toujours d'un de mes profs à l'école, quand j'étais en philo, quand j'ai fait le bac littéraire en philo. Mon prof m'avait dit à l'époque, nous, notre rôle en tant que prof, c'est de vous donner les éléments et à vous de vous faire votre avis ou votre opinion. Notre objectif à Inside Taiwan, c'est de donner les éléments aux gens et à eux de faire leurs opinions. Alors, toi, tu dois le voir maintenant en plus, et puis moi, je le revois quand je reviens en France ou que je discute. Après, donner les éléments, c'est un sacré challenge parce qu'il faut aussi savoir. Ça, je sais pas si vous avez parce qu'il faut pouvoir aussi faire, dans ce cas-là, des enquêtes, savoir aussi avoir des regards un peu plus critiques, des analyses peut-être politiques, sociales, etc. Si on veut vraiment se positionner comme le fait de donner des éléments. Il y a dans la lignée. Oui, alors chez nous, personne n'est journaliste déjà. Moi, tu vois, j'ai fait fac d'histoire. Après, j'ai travaillé dans la stratégie d'entreprise, donc tu vois, j'ai pas de bagage journalistique. J'aime écrire et j'aime partager les choses qui me tiennent à cœur. On n'essaye pas de mener d'enquête. On essaye de pas être. On veut pas donner de billes aux gens qui disent ah oui mais tu vois Taïwan c'est des soucis, tu vois Taïwan c'est des problèmes. Bien sûr, mais c'est quand même un choix rédactionnel. Voilà. Notre choix rédactionnel, c'est vraiment d'essayer de montrer Taïwan sous un jour positif et là le dernier article qui me fait sourire ces derniers temps, c'est l'article qui est sorti dimanche sur les Make-up Day. Les Make-up Days, pour ceux qui ne savent pas, c'est des jours de rattrapage. Quand un jour férié tombe un jeudi, la plupart du temps, les Taïwanais prennent le vendredi pour avoir un long week-end et l'État met dans le calendrier des jours de rattrapage le samedi pour les écoles et les entreprises, oui, bien sûr, oui. Pour qu'il n'y ait pas de perte d'activité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cet article-là a fait beaucoup plus débat sur les réseaux sociaux que l'article sur la directrice de la communication des avions. Et ça c'est forcément parce que de toute façon quand en fait de toute façon ça le contenu c'est toujours la même chose quel que soit le média. De toute façon les contenus qui font le plus réagir ne sont pas forcément les contenus les plus positifs. Ça a toujours été le cas sur les réseaux. On pourrait ça c'est encore un autre débat, hein, mais si on regarde ne serait-ce que même les contenus, si on va en dehors d'internet ou en dehors de la radio, etc., même la télévision, les chaînes qui fonctionnent le mieux sont les chaînes un peu sensationnalistes. Oui. Donc voilà, donc dès que c'est un sujet voilà, donc c'est un fait. Des fois on reproche aux médias de tomber dans des choses, mais c'est aussi le public il y a toujours un peu ce lien-là, hein, c'est comme ça. Oui, non mais c'est ça. Si le public est demandeur, nous on fournit. Moi je me rends compte que, tu vois, il y a au tout début d'Inside Taiwan, j'avais cette idée de faire des articles ultra de qualité, de ne pas faire de liste et tout. Et puis au bout de 4 semaines, voire 3 semaines, tiens, je vais faire une liste des 10 plages les plus belles de Taïwan, parce que effectivement le public demande aussi ce genre d'article. Alors nous, on a quand même de la chance, on a un public. Puisque avec les études maintenant, et puis avec les suivis, avec les analyses et tout, on arrive à savoir, on a quand même un public qui est assez diversifié et qui lit de tout. C'est-à-dire qu'on a des publics qui peuvent interagir
autant sur les sites touristiques et sur les recettes de cuisine que sur les articles plus historiques, plus politiques. Donc du coup, on a cette chance-là que ce n'est pas uniquement sur des articles anecdotiques. Que les ça, gens c'est un peu le lectorat qui s'intéresse à Taïwan, souvent a un regard un peu, une espèce de regard large un peu sur la situation. Autant, comme tu dis, du tourisme que des choses un peu politiques, parce qu'il y a le lien avec Taïwan qui fait que... Oui, et puis tu vois, par exemple... Et nous, on le voit aussi dans nos statistiques, au lendemain d'un reportage en France sur Taïwan, un peu, ou d'un débat dans C'est à vous, ou dans des émissions comme ça, les gens vont le lendemain, les gens vont Google et Taïwan, et puis on a de la chance d'être plutôt pas mal bien placé sur les mots-clés, et donc du coup, les gens tombent sur nous, et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup moins catastrophique que ce que la télé française ou les médias français mainstream ont pu dire. D'ailleurs, dans certains podcasts de Muriel, il y a des personnes interviewées qui racontent non, nous, on n'a pas l'impression que ça va être la guerre demain, et que ce sont les Français, quand ils nous en parlent, qui nous donnent ce sentiment-là, parce que nous, si on moi, tu vois, typiquement, depuis que je suis correspondant de Radio Taïwan International en France, moi, régulièrement, on me pose la question de pourquoi maintenant je suis en France et que je suis pas resté à Taïwan, et on me dit, ah oui, parce qu'il y a des risques de guerre, et moi, je réponds toujours, non, c'est parce que ma famille me manquait et que je suis dans un âge où tous mes amis commencent à se marier, à avoir des enfants, donc c'est plus pratique que de faire 10 allers-retours par jour, ou par an. Donc, non, rien à voir. Donc voilà, c'est un peu l'exemple. Quand tous tes amis seront mariés, tu pourras revenir nous voir. Voilà, c'est un peu ça comme ça que ça se passe. Oui, c'est marrant, mais du coup, oui, c'est vrai que... Alors après, comme tu le disais, on a la chance que c'est un public assez large qui s'intéresse à Taïwan, mais peut-être aussi parce que c'est un public, c'est une feuille blanche. En fait, pour Taïwan, les gens, ils veulent se renseigner parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne connaissent pas, et du coup... je pense que... Alors ça, par contre, sur le coup, avec je pense qu'il y a... Je suis d'accord avec toi sur l'envie de s'informer sur Taïwan, de plein de manières différentes. Le manque de connaissances, c'était peut-être vrai il y a encore quelques années, mais on est très étonné, je trouve. Quand on est ici... Moi, je suis assez étonné, en tout cas, de la France, de parler avec des gens qui... même des fois des inconnus, etc., qui connaissent Taïwan d'une manière précise, qui m'étonne vraiment beaucoup, finalement. Je pense que là, depuis quelques années, ça a beaucoup changé. Ça a quand même pas mal... Quand je reviendrai en France, je ferai un sondage. Ouais, faut faire ça, parce que même des personnes, même pour des vacances, apparemment, c'est un pays à la mode, etc. Il y a pas mal de... Oui, ça pour les vacances, je le sais. On vient de passer, Inside Taiwan vient de passer un partenariat avec le Taiwan Tourist Bureau, qui est l'organisme touristique qui fait la promotion de Taïwan à l'étranger. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de demandes d'Europe, ils ont beaucoup de demandes d'informations. Et quand ils nous ont demandé de véhiculer certaines de nos informations, c'est parce que en fait, ils veulent toucher le plus grand nombre. Parce qu'ils ne peuvent plus répondre un par un aux gens par mail, ce qu'ils faisaient encore il y a 5-6 ans. Chers auditeurs et auditrices, la rencontre avec Luc Orève se termine ici. Je vous invite à écouter l'émission à venir la semaine prochaine. Nous continuerons à discuter avec lui pour découvrir Inside Taiwan, ce webzine francophone sur l'actualité taïwanaise depuis l'intérieur. C'était Clément Tricot, je vous laisse. À bientôt, portez-vous bien.